exactement. Allez, super, bon cours. Eh ben, écoute, merci. Ils sont où nos chers élèves? Parce que du coup, je ne les vois pas ici. Ils sont où? J'ai pas d'écran de Zoom habituel, tu vois. Ah, J'aurais bien voulu les voir, moi. Alors, bah, pour ceux qui veulent mettre leur caméra, vous êtes les bienvenus. non, non, Mettez non, votre pas la caméra. caméra, mais Ah, que je vois les noms, tu vois, sur les côtés, il n'y a personne. Enfin, je vois ah, que ça qui est là. Ok, d'accord. ouais, Ah, voilà, 30 là. participants de 30. Ben, bonjour tout le monde, super. Ah, ça y est, je les ai. Ça m'a enlevé le Ok, truc. bonjour à tous. Allez, c'est bon, 31, j'attaque. Je repartage mon écran. Bien entendu, c'est bon, il y a tout le monde qui a son micro Ça m'a enlevé. éteint, sa caméra éteinte. Non, j'en ai trois. J'ai Ellie, Noy, Myriam et moi-même qui parle. Je vous coupe le son, les enfants. Et par contre, bien entendu, s'il y a quoi que ce soit, si on ne voit pas assez bien, si je vais trop vite, s'il y a des questions, vous ne vous gênez pas et vous prenez la parole. Allez, c'est parti pour partager l'écran. Voilà, et vous me dites hein, s'il y a un problème quelque part. Donc, normalement, on est là et là. Voilà les supports que je vous ai communiqués. Alors, pardonnez-moi, j'étais vraiment hyper débordé. On peut ne pas me croire, mais c'est véridique. J'ai fini mon travail à 4 heures du matin et j'ai pu m'occuper de vous après, donc ce matin. Donc, du coup, je les ai envoyés tardivement, mais les documents de la deuxième séance qui aura lieu vendredi, je vous les communiquerai assez vite. J'espère demain. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous savez comment je travaille. Vous avez droit à un support de cours. Alors, ce support de cours, je le rappelle, il ne se substitue pas au fameux polycopier, au sacro-saint polycopier, d'accord. Mais par contre, il vous communique, on va dire, un résumé assez fidèle, assez intéressant. Et donc, à titre de travail intermédiaire, à titre de travail optimisé, il fera largement l'affaire. Après, à vous de voir si vous voulez aller plus loin. Ensuite, dans les documents que je vous ai transmis, eh bien, les 10 premières questions, ce sont… Alors voilà, j'aborde les 2 derniers chapitres. Moi, c'est ce que j'ai compris quand M. Elouz m'a contacté. Il m'a dit il faudrait voir la fin sur les stats et il m'a accordé 3 leçons. Donc, moi, j'ai souhaité que la dernière leçon soit consacrée à des révisions globales. Et donc, j'ai pris le parti de faire 2 leçons sur les tests statistiques, à savoir les principes généraux et sur les 3 tests que vous aurez l'occasion de travailler. Donc, en fait, on travaille sur on va dire, les 4 dernières questions d'un test. Voilà, clairement. Qu'est-ce que je peux ajouter? Oui, dans cette séance, on va attaquer les principes généraux des tests et je vais aborder les tests sous forme classique. Il y a 2 façons d'aborder les tests statistiques. La deuxième sera vue donc vendredi. Et ensuite, au niveau de l'étude de la liaison entre 2 variables, eh bien, vous avez le choix entre 2 variables quantitatives, 2 variables qualitatives, et une variable quantitative et une variable qualitative. Pour ceux qui ont essayé d'avoir le courage de jeter un coup d'œil dans le polycopier, c'est très, très opaque. On est sur une partie de cours qui est très technique et je vais essayer de vous la rendre claire. Voilà, honnêtement, je vais essayer. Mon objectif, c'est que vous la compreniez bien, cette partie. Savoir tout faire, comme d'habitude, c'est un petit peu présomptueux, mais par contre, comprendre la partie, ça, c'est vraiment l'objectif que je me suis alloué par rapport à vous. Alors, pour fixer les choses, là aussi, ça dépend qui a eu le temps de jeter un coup d'œil ou pas, parce qu'il me semble que c'est des parties qui seront traitées au retour des vacances de la Toussaint. Donc, normalement, il est probable que beaucoup d'entre vous n'aient pas encore eu le temps de jeter un coup d'œil sur cette partie de cours. Eh bien, lorsqu'on s'intéresse à l'étude de la liaison entre 2 variables, dans le polycopier, alors il y a quelqu'un qui a son micro branché, hein, qu'il pense bien le débrancher si ça ne vous dérange pas, parce que je ne vais pas revenir sur le contrôle de Zoom, donc je vous fais confiance. Donc je disais, quand on regarde de façon linéaire le polycopier, eh bien on commence par l'étude d'une liaison entre une variable qualitative et une variable quantitative. Or, moi, quand j'ai abordé ce travail-là il y a maintenant plus de 15 ans, puisque le polycopier n'a pas changé d'un iota, eh bien, c'est très simple, cette partie-là est très technique, et elle s'articule en sous-structures, et on compte au total 3 sous-structures et 8 tableaux. Ensuite, deuxième point abordé de façon linéaire par votre enseignant, c'est la liaison entre 2 variables qualitatives. Alors là, du coup, c'est un petit peu plus clair puisqu'il y a 3 tableaux, d'accord? Et donc, il y a des sous-cas, encore une fois, et puis il y a 3 tableaux sous-jacents à cette étude-là. Et enfin, on a l'étude de la liaison entre 2 variables quantitatives. Et là, surprise, il n'y a qu'un seul tableau. Eh bien,
En ce qui me concerne, moi, c'est mon job, hein, je suis enseignant, et bien, je trouve que c'est stupide de commencer de façon linéaire. Et donc, je commencerai par la fin, parce que je commencerai à vous montrer comment fonctionnent les tests statistiques, en commençant par le test de loin le plus facile, celui qui n'a qu'un tableau, et comme ça, vous comprendrez comment fonctionnent les tableaux. Avant d'en arriver là, toutefois, on va aller jeter un coup d'œil sur les principes généraux des tests statistiques, avec donc ces premières questions que je vous ai proposées, qui consistent à poser des questions d'ordre général sur les erreurs de première et deuxième espèce, sur la notion de puissance. Enfin, on veut voir si vous avez été capable d'aller jeter un coup d'œil dans votre polycopier. On devrait être aux environs de la page 93. Pour conclure cette introduction, sachez que bien on est en plein dedans. L'actualité est assez brûlante à ce sujet, puisque le débat qu'on observe d'un point de vue médical, pour ne pas dire le combat acharné qu'on observe d'un point de vue médical entre Didier Raoult et ses confrères, souvent parisiens, moi je ne veux pas rentrer dans ces débats de jugement, mais sachez que le débat a lieu parce que le professeur Raoult n'a pas été capable de produire des tests statistiques scientifiques. C'est-à-dire qu'il n'a pas été capable de faire ce que je vais vous montrer maintenant. Ce qui ne met absolument pas en cause sa compétence de biologiste, sa compétence de virologue, mais sachez que c'est ça qui principalement a été reproché par la communauté scientifique. C'est le fait qu'il n'ait pas été capable de faire de l'UE4 en première année correctement. On va voir un petit peu comment ça se passe. Alors attention, hein, quand on dit qu'il n'a pas été capable, c'est véridique. Maintenant, est-ce que c'est un souhait de sa part ou est-ce que c'est dû à autre chose? Ça, là aussi encore, je ne débattrai pas sur la question. Ça peut être un choix de sa part. Mais disons que quand on élabore des protocoles médicaux, eh bien, on doit mettre en place des tests statistiques tels qu'ils sont décrits dans votre polycopier et de la façon dont ils sont décrits dans le polycopier. Ça, c'est une norme internationale. Voilà, il faut le savoir. Donc, à partir du moment où vous avez un médecin qui prend le risque de publier des résultats qui ne suivent pas ce protocole, eh bien, il prend le risque de s'exposer, quelle que soit sa notoriété, et quel que soit le fait qu'il puisse avoir raison, d'accord, ou tort, bien entendu, mais je le répète, je ne prends aucunement position. J'explique factuellement d'où vient le problème qui se pose avec le professeur Raoult. Voilà, c'est qu'à la base, il n'a pas fourni des études respectant les protocoles scientifiques actuels. Allez, on attaque, c'est parti. Donc, j'ai essayé de zoomer au maximum parce que je me souvenais qu'il y avait ce petit souci-là. N'hésitez pas à me dire, d'accord, mais vous avez normalement les polycopies sous les yeux. J'espère que vous avez eu le temps de les imprimer, même si on va essayer de faire des économies de papier. Autrement, bien, écoutez, vous avez peut-être sur smartphone à côté de votre écran pour pouvoir voir tout ça. Donc, je suis à la question numéro 1. Allez, vous connaissez le concept. On a 5 affirmations, à nous de dire si elles sont vraies ou fausses. Et donc, la première question porte sur la notion d'erreur de première espèce. Alors, l'erreur de première espèce, de quoi s'agit-il? Eh bien, pour ça, on va aller d'abord jeter un coup d'œil sur le résumé de cours et sur donc cette première page de résumé de notion de test statistique. En gros, pour élaborer un test statistique à l'aide de la méthode classique, eh bien, vous devez d'abord émettre une hypothèse que vous allez ensuite tester. Donc, premièrement, vous émettez cette hypothèse. Et une fois que l'hypothèse est faite, vous allez donc mettre en place un protocole d'observation. Et à l'issue de cette observation, vous allez prendre le risque soit d'accepter votre hypothèse de départ comme vraie, soit de la rejeter, c'est-à-dire de supposer qu'elle est fausse. Et ce, sans savoir, bien entendu, ce qu'est son statut dans la réalité. Il faut bien différencier l'hypothèse de l'expérience, d'accord, celle de la virtualité en quelque sorte, avec sa véracité en termes de réalité qu'on ne connaît pas puisqu'on met en place un protocole pour la tester. Donc, ça va de soi. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce risque de première espèce? Eh bien, vous avez tout un petit résumé ici qui vous est fait. Voilà. Et vous pouvez reconnaître, bien entendu, la courbe de la loi normale avec les alpha sur 2, les 2 oreilles, si vous vous souvenez de ce que je vous avais renseigné, d'accord? Et donc, le risque de première espèce, le risque d'erreur alpha, dit alpha, c'est le risque, vous l'avez ici, hop, je vous le sors un peu mieux, c'est le risque de rejeter H0 à tort. Voilà. Donc, c'est clair, net et précis. La compréhension de l'objet, vous l'avez avec des schémas, vous l'avez avec un tableau que j'ai sauté vous remettre, d'accord? Et puis, sans ça, vous apprenez par cœur ce genre de choses-là. Donc, l'erreur de première espèce, c'est le risque de rejeter H0 à l'issue d'observation,
H0, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse nulle, d'accord? C'est l'hypothèse de départ, alors que celle-ci était bel et bien vraie. Voilà. Donc, du coup, ici, lorsque je regarde mes propositions, sur la proposition A, l'erreur de première espèce consiste à accepter. Hop là, bah non, c'est pas accepté, c'est rejeté. Donc déjà la A, elle n'est pas bonne, d'accord? Et vous avez compris comment on va fonctionner au fur et à mesure. Donc, alors, juste 2 secondes, je reprends mes documents. Voilà, donc je commence à lire la suivante. Réponse B. L'erreur de première espèce consiste à rejeter, on est bien parti, et vous savez qu'il faut vous méfier de la formulation et la lire jusqu'au bout. Donc, à rejeter l'hypothèse nulle alors que celle-ci, hop là, est vraie. Le compte est bon. La B est une bonne formulation. Passons à la C. Toute chose égale par ailleurs. Donc, hop là, la B est bonne. Toute chose égale par ailleurs, bêta augmente. Alors, pour répondre à ce genre de questions, eh bien, il faut aller identifier la partie de cours concernant ce qu'on appelle la notion de puissance. C'est ici. Voilà. La puissance d'un test, 1 moins bêta, est la capacité du test à montrer une différence, elle existe. Et elle augmente, c'est-à-dire que bêta diminue si, et vous avez 3 critères qui permettent de savoir quand est-ce qu'une puissance d'un test augmente. Donc ici, toute chose égale par ailleurs, bêta augmente si les effectifs augmentent. Les effectifs, c'est bien sûr le n qui est ici, hein, d'accord? Et donc, du coup, hop là, je vais essayer de faire quelque chose de propre à chaque fois, si je peux, voilà, c'est n qui est ici. Et donc, du coup, vous comprenez que là, la phrase ne fonctionne pas. Ce qui augmente, ce n'est pas bêta, c'est la puissance, c'est-à-dire 1 moins bêta. Donc, du coup, ici, la phrase C, l'affirmation C, est bien entendu complètement fausse. Toute chose égale par ailleurs, le risque de deuxième espèce, donc je rappelle que le risque de deuxième espèce, c'est bêta. Et bêta, si vous l'avez bien compris, c'est un petit peu l'analogue de H0, mais lorsqu'on a tous les opposés qui fonctionnent. C'est-à-dire que c'est le risque d'accepter à tort l'hypothèse nulle. Voilà. Le risque de deuxième espèce. Alors, le risque de première espèce, c'est rejeter à tort, et le risque de deuxième espèce, d'accepter à tort. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il faut également retenir. Donc, continuons. Toute chose égale par ailleurs, le risque de deuxième espèce diminue, donc bêta diminue, si l'écart à tester augmente. Bêta diminue, on est bon, et si l'écart, H0 moins HA, on se doute que c'est l'écart à tester, d'accord, augmente, le compte est bon, parfait, on valide la D. Le seuil de signification d'un test correspond au risque de première espèce. Alors ça aussi, vous pouvez compter sur moi pour mettre des petites questions qui n'ont pas nécessairement la réponse dans le formulaire que je vous donne. Je vous rappelle que le formulaire, aussi précis soit-il, ça reste un condensé, un résumé d'une leçon, et donc vous verrez que les mots seuil de signification n'apparaissent pas dans ce formulaire. Vous verrez également que je vous ai parlé de test classique, je ne vous ai pas parlé du deuxième type de test qui sera un test qui se fera à l'aide d'un degré de signification. Il ne faudra absolument pas mélanger les mots seuil de signification et degré de signification. Alors là encore, piqûre de rappel, si on veut vraiment savoir ce que c'est qu'un seuil de signification, eh bien c'est très simple, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher, hop, 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 tac, avec la souris ça ira peut-être mieux si je peux. Non, ça ne va pas venir. Hop, on va le faire comme ça. Est-ce que ça marche? Non, ça ne va pas venir. Alors du coup, je ne sais pas pourquoi. On va le refaire comme ça. Tac, on est là. Ça, c'est votre polycopier. Ça, c'est votre polycopier. Et donc, vous voyez que votre polycopier, bon là, j'ai vraiment zoomé au maximum, d'accord? Il a beaucoup de choses dessus, donc des choses que je n'ai pas encore abordées, comme le test bilatéral ou le test unilatéral. Et donc, si on veut chercher les mots seuil de signification, eh bien, vous les avez ici. Voilà, vous les avez au tout début, hein, tout début. Et en fait, seuil de signification, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement l'erreur de première espèce, ben, c'est-à-dire alpha. Voilà. Donc, voyez-vous, c'est marqué qu'une seule fois dans le polycopier, c'est marqué ici. Donc, je me suis permis de vous sortir une question dans laquelle j'évoque la notion de seuil de signification. C'est la première fois et c'est la dernière fois que je le ferai. Alors, j'espère que vous retiendrez cette morale-là, d'accord, hein, de bien connaître à chaque fois votre cours, votre polycopier. Hein. Ça, c'est le support de cours que je vous donne, il est vraiment optimisé, mais ça reste une étape intermédiaire par rapport à ceux qui sont ambitieux. Que les choses soient claires.
Allez, deuxième question, j'ai assez parlé. Donc, du coup, oui, le seuil de signification d'un test correspond au risque de première espèce. Ben oui, absolument, c'est la définition même du seuil de signification. Donc, réponse BDE pour la question numéro 1. Allez, parfait, on va trouver bientôt notre rythme de croisière. Question numéro 2, c'est une question qui va porter pour l'instant sur la puissance. La puissance d'un test statistique, donc on a la réponse encore sous les yeux. La puissance d'un test, c'est A moins bêta. C'est la probabilité que la valeur calculée de la... Hop là, on va aller regarder ça de suite. Voilà, de la valeur calculée à la statistique appartienne à H0. Alors, on a dit que bêta, c'était accepter à tort H0. Ça veut dire que, en réalité, si on accepte à tort H0, ça veut dire que ce qu'on a calculé était dans HA. C'est ça qui nous a induit en erreur. Donc, du coup, la valeur calculée à la statistique n'appartient pas à H0, elle appartient à HA. Et c'est la raison pour laquelle ça n'est pas la A qui est bonne, mais c'est la B. La puissance d'un test statistique et la probabilité que la valeur calculée à la statistique appartienne à HA. Donc, entre les deux phrases, c'est la formulation B que nous retiendrons. La conclusion d'un test statistique repose sur la comparaison entre la valeur de degré de signification et le risque de deuxième espèce. Donc ça, c'est un petit peu prématuré, puisque j'ai dit que la méthode avec le degré de signification sera vue la prochaine fois, mais on peut le dire maintenant. La façon d'utiliser le degré de signification consiste à comparer ce degré-là au risque de première espèce, pas de deuxième espèce, par rapport à alpha, et non pas par rapport à bêta. Donc, la C est invalidée. Toute chose égale par ailleurs, la puissance d'un test augmente. Alors ça, c'est vraiment des questions qui trouvent leur réponse dans les phrases que vous avez sous les yeux, d'accord, dans la partie droite. La puissance d'un test statistique augmente avec le risque de première espèce. La puissance augmente, voilà, c'est marqué là, la puissance augmente lorsque alpha augmente, le compte est bon. On est bon, donc D, on valide. Et enfin, bêta est la capacité d'un test à montrer une différence, elle existe. Ah ben non, c'est pas bêta, c'est 1 moins bêta. Et ça n'est pas pareil. D'accord? Donc, on ne se trompe pas. Et c'est la puissance qui est la capacité du test à montrer une différence, elle existe. Donc, hop là, la E est invalidée. Réponse B et D seulement pour cette deuxième question. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes au niveau de votre préparation, mais peut-être que parmi vous, il y en a qui auront reconnu cette deuxième question. C'est une des rares questions d'anal qui est dans votre polycopier. Donc, en fait, celle-ci est déjà traitée dans le polycopier avec les réponses qui sont déjà données. Sachez qu'il y a de temps en temps des questions d'anal qui tombent alors qu'elles sont dans le polycopier. Voilà. Sachez-le, c'est bon à savoir. Elles tombent exactement sous la forme du polycopier, donc c'est assez rare, je vais être honnête avec vous, mais c'est déjà arrivé. Donc, c'est absolument pas dérangeant de refaire une question du polycopier. Allez, on commence maintenant à attaquer vraiment la notion de test. Comme ça, on va pouvoir comprendre un petit peu. Tout ce qu'on a évoqué ici, puissance, alpha, bêta, c'est ce qu'on appelle des principes généraux. Donc, on va aller voir comment fonctionne un test. On va aller voir ce que Raoult aurait dû faire pour ne pas créer de polémique. Alors, on va commencer, comme je vous l'ai dit, par la troisième partie de cours. C'est la raison pour laquelle j'appelle ça T indice 3. Voilà, T pour tableau, bien sûr. Vous voyez, je commence par T3. Donc, bah oui, c'est mon job de prof. Voilà, ça, moi, je suis enseignant et je refuse de commencer les explications des tests par des trucs qui sont trop alambiqués, qui sont beaucoup trop compliqués. Je prends un test qui existe et c'est le dernier qui est présenté et on va voir, on va le décortiquer, on va comprendre comment ça fonctionne. Alors, en résumé, bah, vous avez tout sous les yeux, j'ai fait le travail pour vous. Un test va s'articuler en 6 étapes. Dans un premier temps, nous allons tester une hypothèse dite nulle. En l'occurrence ici, je m'intéresse à l'étude de la liaison entre deux variables quantitatives. Et donc, l'hypothèse que je vais tester, c'est que les deux caractères quantitatifs sont indépendants. Alors, la notion d'indépendance, on l'a déjà rencontrée en probabilité à de nombreux égards. On ne va pas s'épancher là-dessus. Ce qu'on va tester, c'est que les deux caractères quantitatifs travaillés n'interagissent pas l'un avec l'autre. Voilà ce que nous allons tester comme hypothèse lorsqu'on va mettre en place un protocole d'observation. Donc, première étape, à apprendre par cœur l'hypothèse nulle qui sera testée. De façon générale, petit tips, l'hypothèse nulle sera une hypothèse où tout est tranquille, où rien ne change, rien ne bouge, tout est pareil, tout est identique. D'accord ?
c'est souvent ça qu'on va tester dans l'hypothèse nulle. Donc ici, les deux caractères quantitatifs sont indépendants. Voilà, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, ils n'interagissent pas l'un envers l'autre, il n'y a aucune agressivité, tout se passe bien. Deuxième étape, on va choisir un risque alpha, donc le fameux risque de première espèce, d'accord? Et donc, si je prends mon énoncé, bah, le compte est bon, hein, le compte est bon, puisque vous voyez ici, hop là, voilà, quelle est votre réponse au risque de 1%? Donc, si je prends l'énoncé en même temps que je décortique le cours, pour comprendre comment les choses se passent, chez 20 individus pris au hasard, l'estimation de coefficient de corrélation entre la taille et le poids est R égale à 0,62. Alors je répète, je suis désolé de faire des allers-retours comme cela, mais j'ai vraiment souhaité zoomer pour que vous puissiez avoir correctement les phrases sous les yeux et pour que vous puissiez, si vous avez accès à la vidéo qui est en train d'être enregistrée, pour que vous ayez accès on va dire, à quelque chose de lisible. Donc, ici, je reprends, on est en train de comparer quoi? La taille et le poids. La taille et le poids, ce sont deux caractères quantitatifs, tels que nous l'avions vu lorsqu'on a fait le cours sur les statistiques. Donc, on est bingo, en plein dedans. On est en plein dedans, donc on est bien dans le protocole d'indépendance, par le test d'indépendance, grâce à un test qui s'appelle le test du coefficient de corrélation. C'est le nom de ce test-là. Et donc, on est en train d'étudier la liaison entre deux variables quantitatives. Donc, je recommence. L'hypothèse nulle, c'est quoi? C'est que la taille et le poids sont indépendants. Voilà, ça y est, maintenant on peut le formuler, on a lu l'énoncé. La taille et le poids sont indépendants, c'est l'hypothèse que je teste. À quel risque? Au risque de 1%. Ça, c'est l'étape numéro 2. Étape numéro 3, qui est absolument fondamentale, ce sont les conditions d'application. Un test ne se réalise pas n'importe comment. Il ne se réalise pas au hasard. Dans chacun des tests que vous allez rencontrer, donc au total, si vous suivez les tableaux que j'avais dit, donc j'en ai 8 et 3, 11 et un 12, et il y a 12 tableaux à la fin qu'on apprendra, et bien dans chacun des tests, il y aura des conditions d'application strictes. Sans ça, le test ne sera pas fonctionnel. Sans ça, le test ne pourra pas être effectué. Ici, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut qu'on dispose d'un échantillon pris au hasard, de taille n. Alors moi, je regarde l'énoncé à côté, chez 20 individus pris au hasard. Le compte est bon. D'accord? Et puis ensuite, il faut quand même une deuxième condition d'application. Il faut que le couple XY, c'est-à-dire taille-poids, suive une loi normale bidimensionnelle. Et là, si je regarde mon énoncé, à aucun moment dans le texte, on me dit que mon couple taille-poids suit une loi normale quelconque. Bidimensionnel, ça veut dire que chacun des deux suit sa propre loi normale. Je n'ai absolument aucune indication dans l'énoncé sur cette condition d'application qui est fondamentale. J'arrête les frais. J'arrête les frais, je ne passe pas à l'étape 4, je ne passe pas à l'étape 5, je ne passe pas à l'étape 6. Les conditions d'application du test ne sont pas réunies, je ne peux pas le réaliser. Et quand on regarde les réponses, d'accord, vous allez voir qu'il y a des réponses que l'on comprendra peut-être davantage juste avec la question numéro 4 après. Et puis, il y a marqué cette fameuse phrase en D. On ne peut pas répondre car on n'a pas supposé la normalité du couple taille-poids. Et bien voilà, le compte est bon. Donc ici, c'est la réponse D qui sera la bonne. Et donc, il faudra qu'à chaque fois, vous ayez ce réflexe. Donc, on part du principe que vous connaîtrez par cœur les 12 tableaux, bien entendu. Et à chaque fois que vous aurez une question, la première chose que vous devrez vous poser, c'est est-ce que les conditions d'application sont réunies pour pouvoir répondre à la question. Ici, il n'y a pas la condition de normalité des variables continues sur lesquelles nous travaillons. Donc, j'arrête les frais, le test ne peut pas être réalisé. C'est terminé. Y a-t-il des questions? Je me permets de poser la question, même si c'est toujours très dur en visio. Y a-t-il des questions pour l'instant sur ce que je viens d'expliquer? Non. Allez, Non. gentil d'avoir répondu. Merci beaucoup. Je passe à la question 4. Oui, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais s'il y avait eu cette condition, comment aurait-il fallu faire? Eh bien, nous allons le voir maintenant. Voici la question 4. Dans une population P, on s'intéresse au lien entre le poids et l'âge. Donc, vous voyez, là, ce n'est pas le poids et la taille, c'est le poids et l'âge, mais on est encore en présence de deux variables quantitatives. Et on suppose, c'est marqué, que le couple poids-âge suit une loi normale à deux dimensions, donc bidimensionnelle, dans la population P. Le compte est bon. Le compte est bon, encore faut-il que le fait que l'échantillon soit pris au hasard et qu'on ait tout ce qu'il faut. Donc, je continue l'énoncé. On prend
un échantillon au hasard. Ça y est, c'est bon. On est bon. Les deux conditions d'application sont réunies. Donc, j'ai à la fois le couple qui suit une loi bidimensionnelle et j'ai à la fois un échantillon pris au hasard. OK. Donc, ici, quelle va être l'hypothèse nulle testée? Eh bien, c'est que ça sera le poids et l'âge sont indépendants. Et il ne reste plus qu'à savoir à quel risque. Et là, si on survole très rapidement l'énoncé, on n'aura aucune difficulté pour comprendre que c'est 5%. Voilà. Donc, du coup, on est bon pour l'instant sur les 3 premières étapes. Parfait. Alors maintenant, comment fonctionne le test? Eh bien, en fait, c'est très simple. Nous allons calculer ce que j'appellerais, entre vous et moi, la statistique observée, c'est-à-dire la statistique qui résulte de l'étude d'observation. Et puis, nous allons la comparer à la statistique théorique, à une statistique attendue. Et la comparaison des deux va nous permettre de prendre la décision de dire si l'hypothèse nulle, on la garde ou on la jette. Mais n'oubliez pas, à la fin de cette décision, on aura nécessairement un risque d'erreur, qui sera, selon le cas, soit un risque d'erreur de première espèce, soit un risque d'erreur de deuxième espèce. Alors, je passe à l'étape numéro 4, et donc, il faut calculer la statistique observée. Il y a une formule, comme vous pouvez le voir, mais en fait, ici, on n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce que dans l'énoncé, on vous dit que le coefficient de corrélation, et oui, la statistique s'appelle le coefficient de corrélation, d'accord? C'est le fameux R que nous avions travaillé avec les stats à 2 variables lorsqu'on avait fait la leçon ensemble. Eh bien, ce coefficient de corrélation, vous avez du bol, il vous est offert sur un plateau. Il est là. Vous n'avez pas besoin de le calculer. Il vaut 0,490. On ne sait pas comment il a été obtenu, on ne sait pas comment il a été calculé, enfin si, par application de la formule, mais on ne dispose pas des résultats intermédiaires qui ont permis de calculer ce petit R. Qu'à cela ne tienne, je passe à l'étape numéro 5, puisque j'ai ce petit R, j'ai le R observé. Alors je passe donc maintenant à l'étape numéro 5. Je lis la valeur seuil R alpha n-2. R alpha n-2. Qu'est-ce que ça peut bien être cette chose-là? Il faut que je continue à lire ma phrase dans la table du coefficient de corrélation. Alors, n-2, on comprend ce que ça veut dire. N, c'est l'effectif. Dans cet énoncé, c'est 16. Donc n-2, ça sera 14. Et alpha, qu'est-ce que c'est? Ça aussi, on sait ce que c'est 5%. D'accord. Reste plus qu'à aller voir cette statistique théorique dans une table. De quelle table s'agit-il? Il s'agit d'une table qui vous est offerte avec le sujet, avec l'énoncé du concours, et qui est ici. Voici la table du coefficient de corrélation. Donc, nous allons lire le nombre grand R, alpha, n-2. C'est un tableau à double entrée. Bon, je pense qu'il n'y a aucun souci pour comprendre comment il fonctionne. Je rajoute que le n-2 s'appelle le degré de liberté, le fameux DDL que vous voyez sous les yeux, d'accord? Et donc, je vais à la fois regarder le alpha qui vaut 0,5 et qui est ici, 0,05, et je vais à la fois regarder le degré de liberté qui est donc égal à 14, puisque c'est n-2. Donc, tableau à double entrée, vous ne vous trompez pas, la valeur théorique, c'est 0,497. Donc, je récapitule. Le petit r calculé, c'est l'énoncé qui me le donne, c'est 0,490. Et le grand R théorique, il a été obtenu par lecture de la table, c'est 0,497. OK, il ne reste plus que maintenant à savoir comment je fais pour conclure. Je remonte, hop, 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 et je suis ici. Voilà, ne remontons pas trop loin. Eh bien, la conclusion, elle est relativement simple. Si petit r est plus petit, alors en valeur absolue, ici comme les quantités sont positives, pour l'instant la question ne se pose pas, si petit r est plus petit que grand R, alors on conserve H0. C'est exactement la situation que vous avez sous les yeux. Petit r égale à 0,490, c'est plus petit que grand R égale à 0,497. Ce qui veut dire que je vais conserver l'hypothèse nulle. Et n'oubliez pas, qu'est-ce que c'était que l'hypothèse nulle? C'était que le poids et l'âge sont indépendants. Donc je dois rechercher une phrase dans laquelle apparaissent les 0,490, 0,497 et avec le fait qu'on stipule, on accepte le fait que le poids et l'âge sont indépendants. Alors si on cherche bien tout ça, eh bien on va avoir, alors déjà la A, je la dégage parce qu'elle a du 0,482, ça ne marche pas. Le B, ça pourrait fonctionner. Il y a du 0,497, mais regardez la conclusion, le poids et l'âge sont liés. Liés, c'est le contraire d'indépendant, bien sûr. Donc la conclusion n'est pas la bonne, puisqu'on a dit qu'on conservait l'hypothèse nulle.
Et donc, la B n'est pas bonne. Alors, quelque chose d'important, j'insiste, c'est une conclusion. Et vous voyez ici, c'est marqué « Que peut-on en conclure ?» Je l'ai barré, mais en fait, je voulais le souligner. C'est très important que vous ayez cela. C'est la conclusion, c'est-à-dire que ça n'est pas une affirmation, c'est une conclusion, sous-entendu qu'il y a un risque d'erreur de se tromper derrière. Voilà. Toute affirmation péremptoire sera nécessairement fausse dans ce type de QCM. La conclusion que vous choisissez, c'est une conclusion qui aura systématiquement un risque d'erreur. D'accord? De première espèce ou de deuxième espèce, selon la conclusion que vous aurez. Nous reprenons notre travail. C, il n'est pas bon parce qu'on a du 0,482 qui ne marche pas. Le D pourrait être bien. Et en fait, quand on lit la E, on voit de suite que la E, on ne peut pas utiliser de telle corrélation car l'âge n'est pas une variable continue, c'est du n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec la continuité. Donc la E était fausse depuis le départ. Donc on voit qu'ici, la D est nécessairement exacte, on va la lire par acquis de conscience. Le poids et l'âge sont indépendants, c'est bien la conclusion qui était attendue, c'est H0 qui a été retenu, car 0,490 est inférieur à 0,497. Voilà, alors je me suis arrêté à l'étape 5, parce que si vous regardez le cours à droite, l'étape 6, qu'est-ce que c'est? L'étape 6 concerne le fameux degré de signification, et j'ai dit que c'est la semaine prochaine, enfin non, vendredi prochain, que j'en parlerai. Voilà, donc du coup, ça, le petit 6, en fait, c'est ce qu'on appelle la p-value en anglais. Si vous êtes curieux, si vous avez lu de la presse médicale internationale, eh bien, ce sont des mots, enfin, c'est un mot p-value que vous avez certainement souvent rencontré. Et donc, ce degré de signification-là, j'ai décidé de couper l'apport en deux, et donc de ne pas encore l'aborder aujourd'hui, parce qu'il fait l'objet lui-même de tests avec la conclusion émanant d'une étude sur le degré de signification. Donc, on verra ça la prochaine fois. Voilà ce qu'on peut dire, et en fait, je passe mon temps, je passe du temps pour vous expliquer cela, mais pour une simple et bonne raison, c'est que tous les autres tests vont se baser sur la même chose. C'est-à-dire que vous allez avoir les mêmes 6 étapes, vous allez avoir exactement le même protocole, le choix d'une hypothèse nulle qui sera une hypothèse vraiment de tranquillité, le choix d'un risque alpha, les conditions d'application qu'il faudra retenir, le calcul d'une statistique observée et la comparaison à une statistique théorique. Et donc, maintenant, mon job, ça y est, je vous ai expliqué le protocole, c'est tout simplement, par le biais des questions, de vous montrer quelles sont les statistiques observées à prendre en compte et quelles sont les statistiques théoriques à lire, voilà, dans les tableaux adéquats. C'est ce qui reste à faire maintenant. J'ai presque fait le plus compliqué. Alors, question numéro 5. Liaison entre deux variables qualitatives. Alors, ça n'a plus rien à voir avec le test du coefficient de corrélation. La liaison entre les deux variables qualitatives, retenez-le, c'est ce qu'on appelle le test du Qui2. Et en fait, ça se décline en 3 sous-catégories. Et ces sous-catégories, vous les avez dans le titre des tableaux que je vous ai mis dans le cours. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé ça T2.1, T2.2, T2.3. Alors, je suis vraiment navré, ça fait 15 ans, je n'ai jamais trouvé quelque chose de plus simple que ça, donc je sais que ça n'est pas simple. Mais voilà. T2.1, c'est comparaison d'une répartition observée à une répartition théorique. Comparaison d'une répartition observée à une répartition théorique. Voilà. Ensuite, T2.2, ça sera comparaison de plusieurs répartitions observées. Et T2.3, ça sera indépendance entre deux variables qualitatives. Voilà, vous avez 3 sous-catégories de tests concernant les deux variables qualitatives. Eh bien, donc vous avez bien entendu des points communs dans ces 3 sous-catégories, et ensuite on rentrera dans le détail en fonction des énoncés que nous rencontrerons. Alors en ce qui concerne Raoult, en fait, voilà, c'était quoi? C'était guéri, pas guéri, c'était ce genre de choses-là, donc c'était des variables qualitatives, et en fait, ce qu'on lui a reproché, c'est de ne pas avoir fait un groupe placebo. Alors là encore, je reste factuel, je ne juge pas, mais la réponse qu'il lui a apportée, il a dit « mais moi je suis en guerre, je n'ai pas que ça à faire de prendre un groupe placebo pour le faire ». Alors oui et non. Oui et non, on peut entendre son discours, surtout au mois de mars dernier, mais non, parce que du coup, forcément, d'un point de vue scientifique, ça a retardé considérablement la prise de décision, aussi bien des autorités médicales que des autorités politiques. Donc en fait, c'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud, quoi. C'est compliqué. Donc, lui, ce qu'on lui a reproché, c'est de ne pas avoir fait une comparaison avec des groupes placebo, par exemple. D'accord ? Placebo, ça veut dire que les personnes, en fait, vivent par elles-mêmes, donc elles simulent la répartition théorique.
Et la répartition observée aurait été celle qui aurait donc suivi le traitement médical de l'IHU. Bon, voilà, c'est ça qu'on lui a reproché, en fait, de ne pas avoir fait. Donc, ici, vous avez une question générale sur le test du Ki2. Il permet de tester l'indépendance entre deux variables quantitatives. Hop, 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 quantitative, hors de question, jeune homme, tu ne passeras pas, la A est fausse. On est sur deux variables qualitatives. Voilà, deux variables quantitatives, ça y est, c'est fait, c'est le test de corrélation, et ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de voir maintenant. Il est réalisable que si tous les effectifs théoriques sont supérieurs ou égaux à 5. Alors ça veut dire qu'il faut regarder les conditions d'application. Et là, qu'est-ce que j'observe? Effectif théorique supérieur ou égal à 5, dans le premier tableau. Et puis dans le deuxième, je retrouve tous les effectifs théoriques supérieurs ou égaux à 5. Et dans le troisième tableau, je retrouve tous les effectifs théoriques supérieurs ou égaux à 5. Alors je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Hein. Vous n'allez pas tarder à le savoir, bien sûr. Mais par contre, ce que je sais, c'est que du coup, la phrase est juste. Et je peux la valider. La B est exacte. Ok, continuons. Il sera d'autant moins puissant que le nombre d'observations sera élevé. Alors ça c'est une phrase qui est maligne, parce qu'elle a un rapport avec le principe généraux que nous avons vu au départ. Or, nous savons que plus le nombre d'observations est élevé, plus le test est puissant. Donc en réalité, la C est fausse. Si vous vous souvenez de ce que j'avais expliqué au départ, je ne vais pas remonter, mais c'était dans le support de cours. Il permet de comparer la répartition observée d'une variable qualitative à quoi? À une répartition théorique. Bah oui, c'est le coup du placebo que j'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Donc ça, c'est un des titres des trois tableaux, d'accord, des trois sous-tableaux en quelque sorte. Donc la D est bien sûr validée. Et il permet de comparer les répartitions de deux variables qualitatives, bien sûr. C'est le troisième titre du tableau. En fait, vous avez les trois titres indépendance de deux variables. Bon, là, c'était quantitative, mais c'est qualitative qui fonctionne. Le deuxième titre, c'est comparaison d'une répartition observée à une répartition théorique. Et puis le troisième titre, c'est comparaison des répartitions de deux variables qualitatives. Bon. Donc, on est sur du BDE pour cette question numéro 5, qui est donc une question d'ordre général sur le test du Ki2. Vous m'arrêtez hein, s'il y a quoi que ce soit. Bon, on va passer un petit peu sur du calcul pour voir comment ça fonctionne. Et on commence avec cet exercice-là. Donc, pour l'instant, je vous aide. C'est moi qui vous aide. Sur les 10 premières questions que nous sommes en train de faire, hein, c'est vraiment guidé, je survole le cours et en fait, à la fin des 10 questions, le cours sera déjà fait. Donc après, j'ai prévu beaucoup de questions pour vous, mais soyons honnêtes, bon, si on ne peut pas toutes les traiter, ce n'est pas grave, on aura vu le cours dans son ensemble. Donc là, moi, je vous aide et je suis en train de vous dire que nous allons avoir une question sur la comparaison d'une répartition observée à une répartition théorique. Donc, si vous vous souvenez de mon nom, c'était de 1. Bon, alors je fais de mon mieux parce qu'en général, c'est avec Paint que ça marche le mieux, mais vous savez que Zoom ne prend pas Paint facilement avec les documents PDF, donc du coup, j'écris sur PDF. Ça me fait des fois quelques bugs, ne m'en voulez pas, je suis désolé. Donc là, on est sur le tableau T2.1, d'accord, bah, que j'ai sous les yeux. Il est à côté, il est ici, le T2.1, voilà. Donc, lisons l'énoncé pour essayer de mieux le comprendre. Dans un échantillon aléatoire de 200 individus issus au hasard de la population d'un village, 8 individus présentent des signes cliniques d'une pathologie oculaire. Ok, pourquoi pas, ça peut être pathologie de ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Donc en gros, vous avez sur 200 personnes, hop, 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 je vais avoir, je déborde, pardonnez-moi, des malades, des non-malades, M bar, d'accord, et je vais avoir ensuite le total, hein, d'accord. Donc le total, c'est 200, et j'ai 8 malades, et 100, donc 92 non-malades. J'en ai absolument rien à cirer pour l'instant, mais je veux que vous compreniez de quoi il s'agit. En fait, j'ai un tableau. Voilà, j'ai un tableau et j'ai une marginale, ce qu'on appelle une marginale. Donc, bon. Donc, continuons, sachant que pour la population théorique de référence, le pourcentage de flux et porteurs de cette pathologie est de 4%. Ah. Ça veut dire qu'une étude a déjà été faite préalablement, qu'on la connaît sur cette population, d'accord. Donc, on n'est pas dans le cas de Raoult, hein, mais parce que l'étude a déjà été faite, et donc on sait que normalement, usuellement, 4% de la population est atteinte. Ça veut dire que c'est la théorie qui dit qu'on a 4% des personnes qui sont atteintes. Veuillez observer que là, on tombe sur une incongruité en quelque sorte, parce que quels sont les effectifs observés? Les effectifs observés sont donc 8 et 192. Mais quels sont les effectifs théoriques attendus? Vu que c'est 4% le pourcentage de sujets porteurs de la pathologie, eh bien 4% par rapport à 200 d'effectifs,
eh bien, les effectifs théoriques seraient 8 et 192. Donc, nous sommes en fait en présence d'un énoncé qui voilà, est long à lire, etc. Mais en fait, vous avez les effectifs observés qui sont exactement, donc ça c'est l'observation, d'accord, qui sont exactement conformes à la théorie, puisque la théorie impose qu'il y ait 4% de... D'accord? Ça c'est la théorie. Elle veut qu'il y ait 4% de pathologie, hein, de personnes malades. Donc ça va être important quand on va faire le calcul de la statistique du test, comme on va pouvoir le voir. Bon, d'abord, regardons comment ça fonctionne. Alors, ici, hop, je jette un coup d'œil sur le test. Quelles sont les 6 étapes, ou du moins les 5 étapes qu'on va voir aujourd'hui? Quelle est l'hypothèse nulle? Eh bien sûr, la répartition de la variable de la population étudiée est identique, évidemment. Je l'ai dit tout à l'heure. H0, c'est l'hypothèse où tout le monde est gentil, d'accord? Tout le monde est beau. Donc ici, en gros, il n'y a rien qui change. Voilà. Alors, je vous laisse imaginer que si Raoult avait fait son travail là-dessus, eh bien, il aurait certainement prouvé, puisque enfin, voilà, beaucoup s'accordent à dire que l'hydroxychloroquine faisait effet. Après, bon, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais beaucoup s'accordent à dire que dans ce cas-là, eh bien, on aurait un rejet de l'hypothèse nulle, ce qui attesterait de l'effet de la médicamentation sur la population, d'accord, par rapport à la répartition théorique. Bon, recentrons-nous. Donc ensuite, j'ai besoin d'un alpha, et on voit que le risque alpha dans l'énoncé, des fois il est égal à 5%, des fois il est égal à 1%, comme vous pouvez voir à gauche. Quelles sont les conditions d'application? Eh bien, il n'y en a que deux. Il faut que j'ai un échantillon pris au hasard, et ça, je crois que je l'ai. Il est ici, issu au hasard. Il est bon. Et tous les effectifs théoriques sont supérieurs à 5. Ah, ben voilà. Regardons tous les effectifs théoriques. Et quels sont les effectifs théoriques? 8 et 192, puisque nous sommes en présence de 200 personnes. Donc, nous sommes bien en présence d'une situation dans laquelle tous les effectifs théoriques sont supérieurs à 5. Le compte est bon, le test est applicable. Alors, que doit-on calculer? On doit calculer une certaine somme. Qui 2 égale somme de quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est que O? Qu'est-ce que c'est que T? Ben, c'est très simple. O, c'est observation, T, c'est théorie. Donc, il faut faire la différence, donc l'écart entre ce qui est observé et ce qui est théorique, au carré, divisé par l'effectif théorique. Donc, concrètement, si je devais faire le calcul, je vais le faire, mais vous allez comprendre que ça ne sert à rien. Je prends mon premier effectif observé des malades, c'est-à-dire 8, je lui retranche l'effectif théorique, donc ça c'est l'observation, ça c'est la théorie, je divise par le 8 de la théorie, d'accord, et j'ai un carré qui traîne quelque part. Et vous voyez un petit peu ce qui se passe? Puisque l'effectif observé est égal à l'effectif théorique, c'est ridicule, ça vaut forcément 0, c'est obligatoire. Alors, d'accord, il y a une autre somme à faire, il y a autre chose, d'accord, j'ai les non-malades, mais les non-malades, ils sont tous les deux égaux à 192 également, enfin voilà, c'est évident. Donc, de façon évidente dans cet énoncé, le qui2 qu'on est censé calculer, en fait, il ne sert à rien de le calculer. Depuis le début, il vaut 0. Maintenant qu'on sait que le qui2 valait 0 depuis le début sans aucun calcul, hein, c'est comme ça qu'on le note, hein, d'accord? Donc maintenant qu'on sait que le qui2, donc sous-entendu le qui2 calculé, hein, vaut 0, vous comprendrez très bien qu'il sera toujours inférieur à n'importe quel qui2 théorique. C'est obligatoire. Les qui2 théoriques seront différents de 0. On va pouvoir le voir dans la table du qui2. Donc en réalité, dans cette situation qui est une situation abracadabrante, qui est simplement une situation de concours, hein, tout simplement, eh bien, on acceptera toujours l'hypothèse nulle, puisque, bien entendu, l'hypothèse nulle est acceptée et conservée, donc, si le qui2, voilà, vous voyez, si le qui2 calculé est inférieur au qui2 théorique. Donc, bon, c'est un exercice en bois, en fait, hein, il est plus là pour perturber les gens qui n'ont pas assez travaillé, mais c'est un exercice où il n'y a aucun calcul à faire, c'est un exercice qui se fait par lecture directe en quelques secondes. Alors, reprenons nos esprits. Hop, le test du qui2 est inapplicable car le pourcentage théorique, non, 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 c'est pas pourcentage, c'est effectif. Le A n'est pas bon. Si l'on pratique le test au risque de 5%, ben on peut le pratiquer à n'importe quel risque. Hein. Vu que le qui2 observé vaut 0, on aura toujours quelque chose qui sera inférieur à l'effectif, à la statistique théorique. Alors, du coup, forcément, on va conserver l'hypothèse nulle à chaque fois, quoi. On va la conserver l'hypothèse nulle, c'est obligatoire. La B est forcément bonne, bien sûr. Si l'on pratique le test au risque de 1%, on conserve, ben oui, mais même à 0,1%, on va conserver l'hypothèse nulle ici. C'est un énoncé qui est en bois, ça. Hein.
Si l'on pratique le test au risque de 1%, bon, déjà, vu que j'ai accepté la C, la D sera fausse. Hein, de toute façon, on ne rejette pas l'hypothèse nulle, on va forcément la conserver. Et l'hypothèse nulle associée ici au test du Qui2 est la proportion des sujets présentant le signe clinique dans le village est de 4%. Et oui, puisque l'hypothèse nulle dit que la répartition de la variable dans la population étudiée est la même que celle qui est théorique. Or, la répartition de la population théorique, c'est 4%. Donc, évidemment que l'hypothèse que l'on va accepter, ce sera la E. Alors, juste pour conclure cette étude du 6 et cette première étude du Qui2, on va voir la table du Qui2, la voilà. Et après, on verra comment elle fonctionne, d'accord? Mais elle est ici, hop, hop, hop. Allez, hop, elle est ici. La voilà, table du Qui2. Et vous pouvez observer que, quel que soit le degré de liberté, voilà, tout est supérieur à 0. Donc, c'était évident que dans cet énoncé, on n'avait pas besoin de faire de calcul. Voilà. Alors, allez, dernière petite chose, je reviens sur mon tableau, voilà, qui est ici. Quel est le degré de liberté? C'est K-1. Ça veut dire que K, c'est le nombre de modalités. Dans l'énoncé que nous avons sous les yeux, quelles sont les deux modalités? C'est malade et non malade. Voilà, c'est un problème à l'œil et pas de problème à l'œil. Donc, du coup, nous sommes en présence de deux modalités. Et donc, dans la table du Qui2 que nous reverrons tout à l'heure, il faut considérer un degré de liberté égal à 1. Mais je le répète, ici, cet exercice en bois, on n'avait pas besoin. Alors, le T2.1, c'est un tableau qui tombe très rarement. Donc, très rarement en concours. Ce n'est pas celui qui tombe le plus fréquemment, parce que, comme vous pouvez le voir, l'énoncé est rapidement en bois, hein, en fait. Hein. Bon. Et puis aussi, pour une autre raison, c'est que si j'avais eu, par exemple, 9 à la place de 8, ça peut paraître pas grand-chose, mais en réalité, les calculs auraient été de suite imbuvables. Hein. Imbuvable. On aurait eu 9 moins 8 sur 8, plus 191 moins 192 sur 192. Bon, d'accord, 1 sur 8 plus 1 sur 192, ça ne le fait pas hein, quand on n'a pas la calculatrice et quand on a une 30 par question. Donc, on voit bien qu'il est difficile d'avoir un sujet assez équilibré là-dessus avec des nombres différents. C'est pour ça que ça tombe rarement en concours, cette sous-question. OK, on passe à la comparaison de plusieurs répartitions observées. Et la comparaison de plusieurs répartitions observées, elle est ici. Et c'est bien sûr ce que j'appelle T de 2. Et nous allons voir comment ça fonctionne. Alors, vous avez des mots-clés. Vous avez des mots-clés dans le premier cas, je vous l'ai dit, c'est placebo. On aura l'occasion de le revoir, qui est un des mots-clés. Dans ce deuxième cas, ce n'est pas toujours lui qui est en jeu, mais c'est sexe ratio. Voilà, sexe ratio, c'est très simple. Hein. Ça veut dire qu'on fait une étude par rapport à des mâles, une étude par rapport à des femelles. Donc, on a bien deux répartitions observées. C'est aussi simple que cela. Hein. Le sexe ratio, c'est la répartition d'une population par sexe. Donc, du coup, voilà, c'est un mot-clé pour T de 2. Donc, toutes les questions portant sur T de 2 ne font pas appel à du sexe ratio, mais dès que vous aurez le mot sexe ratio, vous lisez l'énoncé correctement, on ne sait jamais. Hein. Le concepteur de sujet peut être un petit peu malin, mais bon, en général, il ne change pas trop. Eh bien, c'est donc du T de 2. Donc, on a un tableau cette fois-ci, et en l'occurrence, ici, on a un tableau à double entrée. On a un tableau à double entrée avec femelles et mâles, et donc on a deux populations animales, A et B, et dans la population A, où on a 95 mâles et 105 femelles, et c'est inversé dans la population B, donc on a un total de 200 et 200. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Il faut regarder si les conditions du test sont remplies, bien entendu, et il faut comprendre quelle sera l'hypothèse nulle si on arrive à faire ce test. L'hypothèse nulle sera les répartitions de la variable sont identiques. Voilà, ça veut dire que, en gros, les répartitions homme-femme, enfin mâle-femelle, sont les mêmes dans les deux populations, malgré les différences observées. On acceptera que la différence observée est due tout simplement à ce qu'on appelle la des fluctuations d'échantillonnage, donc elles sont complètement naturelles. Sinon, on rejettera le 0 et on estimera qu'il y a une anormalité dans la différence observée, et donc voilà, il y aura peut-être quelque chose qui expliquera que dans une population, il y a beaucoup plus, je ne sais pas moi, de femelles que de mâles, parce qu'il y a une raison externe qui intervient pour cela. Bon, à titre anecdotique, hein, je m'égare, mais ça fait toujours du bien d'avoir la culture G. Ce que je suis en train de raconter, ce n'est pas du n'importe quoi, une fois de plus. Hein. Si on remonte il y a 40 ans, il y a 50 ans, et qu'on s'amusait à faire des sex ratios, mais en termes de population humaine, hein, en Europe, en Amérique du Nord ou en Asie, eh bien, je vous laisse imaginer qu'avec la politique de l'enfant unique en Chine,
sachant que qu'une fille coûtait beaucoup plus cher parce qu'il fallait apporter une dot, enfin c'est hyper compliqué. Bon, bref, je vous laisse imaginer que c'était absolument dramatique et qu'il y avait beaucoup plus de garçons que de filles. Voilà, donc si on s'était, c'est pas le mot amusé, mais si on s'était intéressé à un sexe ratio et à la comparaison des deux populations, on serait tombé sur une incongruité et on aurait bien entendu dit mais c'est anormal, il y a un truc qui ne va pas en Chine. Mais bien sûr qu'il y a un truc qui n'allait pas, on tuait les premiers des femmes. Donc, bon, bref. Allez, revenons à nos moutons. Donc, vous avez compris, H0, c'est les répartitions sont identiques. Alpha, il faut absolument le choisir quelque part, mais là, on le voit encore, c'est 10%, d'accord. Les conditions d'application sont, il faut que les échantillons soient indépendants, il faut que les échantillons soient pris au hasard, et il faut que tous les effectifs théoriques soient supérieurs à 5. Alors, comment calculer des effectifs théoriques? Je vous l'apprends maintenant. Lorsque vous avez un tableau d'entrée, eh bien, nous allons compléter les marginales. Alors, au passage, oui, on pourrait se dire « Ah, mais est-ce que les conditions sont remplies ?» On sent que la question est mal posée. On sent que la question est mal posée, mais si vous regardez la A, vous voyez que le test adéquat est le test de comparaison de moyenne. Alors, ce truc-là, on ne l'a pas encore vu depuis le début. Une chose est certaine, en tout cas, ce n'est pas du tout du qui 2. Donc, le A est faux, et ça, en fait, c'est le titre d'un des tableaux qu'on verra vendredi. Mais du coup, on voit bien qu'ici, à aucun moment, on nous dit que le test n'est pas applicable. Hein. Donc, en fait, la formulation de la question nous laisse comprendre que toutes les conditions d'application sont implicites, voilà, et qu'elles sont réalisées. Voilà, donc ça, c'est une question que j'ai formulée de façon simplifiée. On peut supposer qu'en concours, il y aurait 2 ou 3 lignes de plus de texte pour faire comprendre les choses. Revenons à nos calculs. Et donc, je vous disais, la première chose à faire, c'est compléter les marginales. Donc, les marginales, c'est quoi? C'est les totaux par ligne et les totaux par colonne. Il y a une question peut-être, je vois un truc bizarre là qui apparaît, conversation, est-ce que ça me concerne? Que cette personne prenne la parole ou se taise? Non, c'est bon, à jamais? Bon. Donc, je disais, hop là, 200 et donc 400. D'accord? Donc ça, ces marginales-là, ce sont des chiffres qui seront fixes, qui seront considérés comme fixes. Et donc maintenant, je vais pouvoir calculer des effectifs théoriques. Pour calculer des effectifs théoriques, alors j'aimerais bien changer de couleur, est-ce que je vais pouvoir? Tac, tac, tac. Je sais pas. Non, ça ne va pas venir. Bon, tant pis, je reste en bleu clair. Alors, en fait, c'est très simple. Pour calculer un effectif théorique, c'est-à-dire celui qui est là, eh bien, je dois faire le nombre qui est en bas de sa colonne fois le nombre qui est à droite de sa ligne divisé par le nombre total. 200 fois 200 sur 400. Alors, il y a plein de zéros qui vont simplifier. Hein. 200 fois 200 sur 400. J'ai 2 zéros qui s'en vont. Et donc, on observe que 2 fois 2, ça fait 4. Et 4 sur 4, ça fait 1. Donc, on obtient 100 comme effectif théorique. Alors, concrètement, on pourrait recommencer le processus et on pourrait faire la même chose, de la même façon, on pourrait calculer les 3 autres effectifs théoriques. Moi, je vous le déconseille parce que c'est une perte de temps. Parce qu'en fait, maintenant que j'ai calculé ce 100, vous pouvez observer que les 3 autres nombres manquants dépendent de ce 100. À partir du moment où les marginales sont fixes, et je l'ai dit tout à l'heure que les marginales étaient fixes. Par conséquent, si j'ai 100 entre A et femelle et que j'ai 200 au total de la ligne, ça veut dire que nécessairement, j'ai 100 dans la case correspondant à mâle et A. J'ai 100 également pour B et femelle et j'aurai 100 aussi pour B et mâle. Et voyez-vous, ça, c'est ce qui vous permet de comprendre qu'en fait, avec un nombre, je pouvais calculer tous les autres. Donc en fait, nous sommes en présence ici d'un degré de liberté égal à 1. Le degré de liberté correspond au nombre d'inconnus qu'il faut que je fixe avant de pouvoir calculer tout le reste. Donc, quand on ira voir le numéro 5, là, qui n'apparaît pas encore dans votre colonne de droite, eh bien, vous allez voir que le degré de liberté, il dépendra d'une formule, et dans cette formule-là, eh bien, on trouvera 1 dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est obligatoire. Comment se calcule maintenant
la statistique du test, la statistique observée. Ben voilà, vous avez une double somme. Double somme et vous retombez sur la formule de tout à l'heure, O moins t, le tout au carré, sur t. Donc, vous voyez, il y a vraiment des constantes. O moins t au carré sur t, c'est une constante qu'on a déjà trouvée dans les deux tableaux, les deux premiers tableaux. Observé moins théorique sur théorique. Alors, bah, du coup, ce n'est pas très compliqué parce que observé, c'est 105. Théorique, c'est 100. Donc, on fait la différence des deux, ça fait 5. 5 sur combien? Bah, sur t, donc sur 100. Donc, je vais lentement pour que vous compreniez, mais en plus, le pire, c'est qu'on n'a pas besoin de le faire dans cet exercice. Mais une fois que c'est fait, au moins, c'est fait. 105, donc observé, c'est 105, moins 100, le tout au carré, sur t, donc sur 100. Ça, c'est pour le nombre qui est en haut à gauche. Plus, pourquoi un double sigma? Parce que je vais faire une somme sur une ligne, sur toutes les lignes de mon tableau, puis je vais sommer sur toutes les colonnes de mon tableau. Et ainsi, j'aurai donc sommé sur toutes les cases de mon tableau. Je rappelle qu'une marginale ne compte pas. Donc, plus, deuxième case, 95 moins 100, le tout au carré sur 100. O moins t au carré sur t. Je continue. Maintenant, je passe ici à la case qui est entre femelle et B, à l'intersection de femelle et B. Donc, j'ai 1,95 moins 100, le tout au carré, sur 100. Et il me reste le dernier qui sera donc 105 moins 5. Bon, je n'écris pas parce que je n'ai pas la place. Et donc, en fait, vous voyez qu'on peut aller beaucoup, beaucoup plus vite quand on maîtrise le protocole. Et je répète, ça n'était pas demandé en plus. Ça n'était pas du tout demandé ici. Donc, l'écart entre O et T, c'est 5 en fait. Et 5 au carré, ça fait 25. Donc 25 sur 100, ça fait 0,25. Et si vous réfléchissez bien, cet écart se répète 4 fois. Donc ça fait 0,25 fois 4, et ça fait 1. Donc le qui2 observé ici, d'accord, est égal à 1. Voilà comment on calcule la statistique du test. Et pourquoi c'était absolument pas nécessaire de la calculer? Parce qu'à partir du moment où j'exclus la question 1, ça veut dire que B, C, D et E sont les seuls qui sont donc en concurrence pour être la bonne réponse. Et si vous regardez bien, j'avais 1 qui était partout. Voilà. Donc vous comprenez, hein, là je suis en train de faire un cours, hein, ok? Je ne suis pas en train de répondre à la question comme si j'étais en concours. Moi, cette réponse, je la fais en 20 secondes. Ok? Donc ici, ce n'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi je la fais en 20 secondes? Parce qu'il n'est pas besoin de poser le calcul du qui2. Voilà, ce n'était pas nécessaire ici. Mais je vous ai montré comment on le calcule. Comme ça, moi, vous savez, et vous pourrez le reproduire dans des questions où ça sera obligatoire. Donc, revenons à nos moutons. 1, c'est le qui2 observé. Il faut donc maintenant que je calcule, je trouve le qui2 théorique. Comment calculer le qui2 théorique? Eh bien, il faut que j'aille dans le petit 5, et je vois qu'ici, le qui2 théorique, c'est le qui2 alpha, virgule, m-1 facteur de k-1. Alors, bien, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Ben non, c'est très simple, c'est le nombre de lignes moins 1 fois nombre de colonnes moins 1. Les lignes, j'en ai 2. Les colonnes, j'en ai 2. 2 moins 1, ça fait 1. 2 moins 1, ça fait 1. Et si je fais le produit des deux, 1 par 1, ça fait 1. Et on retombe sur le nombre de degrés de liberté que je vous ai montré tout à l'heure en commençant à faire le calcul. Donc ici, oui. Oui, désolé. Est-ce que vous pouvez redire comment on calcule MK modalité caractère là? M, c'est le nombre de lignes, par exemple, d'accord? Donc M, c'est ça, ok? Merci. Donc M vaut 2. Donc ça veut dire que M-1 vaut 1. Et K, bon, ou le contraire, hein, mais vous avez compris, c'est la même chose, d'accord? Le K vaut 2. C'est le nombre de colonnes. Donc K-1 vaut 1. Et vous faites le produit de M-1 fois K-1. Donc ça fait 1. Et je vous disais qu'on retombe sur le degré de liberté que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais juste, si on avait eu par exemple, je ne sais pas moi, 3 colonnes, du coup on n'aurait pas pu confondre M et K. Non. Donc du coup, lequel est M, lequel serait K? Ben, là, j'ai mis. En fait, ça n'a pas vraiment d'importance parce que ça soit 3 fois 2 ou 2 fois 3, ça fera la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour les cas où, enfin, les cas où on nous demande par exemple que M, c'est qu'il n'y a que M.
On ne te pose pas cette question-là. Mais, non, mais dans d'autres tests, par exemple, si on... J'ai compris, mais regarde, tout simplement, c'est marqué dans le cours ici. M, c'est le nombre de lignes. Ok, Et K, c'est le nombre de colonnes. ok, Voilà. d'accord. OK? Merci. Voilà. Je t'en prie. Donc, du coup, je disais, ça y est, on a 1 degré de liberté et alpha, il me manque l'alpha. Il est là. Je suis désolé, je ne peux pas changer de couleur facilement. Il faudrait que je sorte de l'écran aujourd'hui. Donc, alpha, c'est 10%. Donc, allez, il est temps d'aller voir ce fameux tableau de la loi de Ki 2. Il est là. On a dit qu'on avait 1 degré de liberté, donc c'est la première ligne. C'est forcément la première ligne. Et on a dit que alpha égale à 10%. Bah, il est là. Il est là, il est ici. Je vais y arriver. Voilà, c'est 2,71. Donc déjà, ben, j'élimine le B et le C, puisque j'ai du 3,84 dedans. 3,84 à la limite, vous l'apprenez par cœur, d'ailleurs il est en gras, c'est pas pour rien. C'est que c'est souvent 5% qui est pris, c'est vraiment le nombre le plus souvent, fréquemment pris lorsqu'on fait des tests. Et donc celui-là, on le connaît par cœur. Si vous avez 1 degré de liberté, 0,05, c'est 3,84. C'est même pas la peine d'aller chercher le nombre dans la table du loi de Ki 2. C'est comme le coup de 1,96 avec la loi normale qu'on avait eu l'occasion de voir pendant les cours. Donc, je disais, il reste la D ou la E. Comme 1 est plus petit que 2,71, je rappelle qu'on conserve l'hypothèse nulle. Et c'est quoi l'hypothèse nulle? C'est l'hypothèse où tout le monde est gentil, où rien ne se passe. Donc, ce n'est pas les ratios sont différents. Non, 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 ce n'est pas la D. C'est la E, bien sûr. On conserve l'hypothèse et sex ratios sont les mêmes. C'est ça, l'hypothèse nulle. Donc, ici, réponse E pour cette étude-là. Ouais, j'espère que ça va. Hein. Okay, on continue tranquillement. Hop là. Allez, question 8. Indépendance entre 2 variables qualitatives. Bon, vous avez compris comment je fonctionne. Je vous donne un exemple de T de 3. T de 3. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Il est là. Il est ici. OK. Donc, les 2 caractères sont indépendants, ça sera l'hypothèse nulle. Bon, vous avez compris le concept, ce n'est pas la peine que je relise tout. Je crois qu'on peut aller un peu plus vite maintenant, d'accord? Vous retombez sur ce fameux double sigma qui voudra dire qu'on fera une sommation par ligne, puis une sommation par colonne, de façon à sommer sur l'ensemble du tableau, hors marginal, bien entendu. Vous retombez sur le O moins T, le tout au carré sur T, donc c'est une seule formule à apprendre. Et ça se ressemble énormément. Et en fait, on a un tableau à double entrée, donc c'est exactement le même fonctionnement côté de 2. Voilà. C'est clair, net et précis. Donc, les effectifs théoriques se calculent de la même façon, etc. Alors, il faut que je vous montre au fur et à mesure des petites astuces pour aller plus vite. Ici, on cherche à tester l'indépendance entre le sexe et la présence d'un signe d'une maladie. OK. Donc, du coup, je regarde mes marginales. Oui, ici, elles y sont. Vous voyez que mes marginales y sont. Donc, en fait, ici, on est bien d'accord, le tableau tel qu'il est, c'est ça. Hein, ça va de là jusqu'à là. Voilà. La ligne du bas et la colonne à droite ne comptent pas en quelque sorte. Ce sont les marginales dont j'ai besoin pour calculer les effectifs théoriques. Alors, pour calculer les effectifs théoriques, je vous rappelle que vous prenez une case et vous faites le nombre qui est tout en bas fois le nombre qui est tout à droite et vous divisez par le total des totaux. Bon, c'est assez simple à faire. Mais en fait, souvenez-vous, vous avez des conditions d'application et il faut impérativement que tous les effectifs théoriques soient plus grands que 5. Et bien pour ça, je vous donne un conseil, je vous donne une astuce. Vous allez regarder la ligne du bas, vous voyez, j'ai 30 et 70. Et vous allez prendre le plus petit des deux. Donc ici, c'est 30. De la même façon, je vais regarder 60 et 40. 60 et 40, je prends le plus petit des deux, c'est 40. Et maintenant, je calcule l'effectif théorique associé. Donc, c'est-à-dire je calcule cet effectif théorique qui correspond à femme et signe S. Et je fais donc 30 fois 40 sur 100. Déjà, premièrement, vu que j'ai pris les nombres les plus petits, c'est plus facile en calcul mental. Donc, première astuce. Donc ici, 30 fois 40, ça fait du 12 avec un 2 0. Et comme je divise par 100, le total des totaux, ça fait 12 tout court. Deuxième astuce, en calculant cet effectif, eh bien, j'ai considérablement optimisé mon travail parce que je sais que c'est l'objectif le plus petit. Puisque j'ai pris 30 et 40, c'est donc l'effectif théorique le plus petit. Et par conséquent, comme il est bien supérieur à 5, nécessairement les 3 autres sont aussi supérieurs à 5, et donc les conditions du test sont remplies. Donc, vous voyez, non seulement je me facilite les calculs, mais en plus, si j'avais trouvé 4, ça veut dire que le test n'était pas réalisable. Voilà. Donc, ça me permet d'aller plus vite vers le bon objectif.
Ensuite, manifestement, j'ai besoin de conclure. Donc là, il n'y a pas trop de soucis. De 12 pour aller à 30, il me faut 18. J'allais dire 28, mais non, c'est 18. De 12 pour aller à 40, il me faut 28. Et de 18 à 60, il va me falloir du 42. D'accord. Donc ça, ce sont les effectifs théoriques. Alors, vous voyez, hein, s'il fallait calculer qui 2, franchement, on serait mal barré. Et on va voir que l'énoncé ne va pas aller vers le calcul. Donc ça, sachez-le, ça, c'est quand même assez intéressant à comprendre. Vous n'avez pas de gros calculs à faire. Sinon, il y a quelques énoncés récents qui vous donnaient donc la même chose que ce que je vous avais montré quand on faisait des probas, c'est-à-dire qu'en fait, ils vous décomposent le calcul. Voyez, voilà, vous devez vérifier que le calcul est juste. Et dans ce cas-là, il faut bien faire attention que c'est bien T qui est en bas au dénominateur, parce que souvent, ils mettent des effectifs observés au dénominateur, ce qui est complètement faux, bien sûr. Allez, on y va. L'effectif théorique de S chez les hommes. Ben non, ça, c'est l'effectif observé, pas théorique. L'effectif théorique de S chez les hommes, c'est 18, pas 20. La A, hop là, elle dégage. L'effectif théorique de S chez les femmes est 12. Oui, oui, absolument. D'ailleurs, c'est le premier que j'ai calculé. Donc, du coup, la B est vraie. La table du qui 2 donne A. Alors, ça veut dire qu'il faut que je prenne alpha égale à 5%. Mais comme j'ai un tableau de 2, je répète, les marginales, elles ne comptent pas. Hein, d'accord, j'ai un tableau de 2. Eh bien, le degré de liberté, c'était 1. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai utilisé, puisque je n'ai calculé que 12. Tout le reste a découlé de 12. Et sinon, vous faites le coût de m-1 fois k-1. Donc, 2-1 fois 2-1, ça fait 1 fois 1, ça fait 1. Donc, si je regardais la table du qui 2, il faudrait que je prenne un degré de liberté à 5%. Mais je vous ai dit qu'on apprenait par cœur, celui-là, c'est 3,84. Donc, ce n'est pas la C. Voilà, et c'est donc la D. D'accord ? Donc, vous voyez, on avance très, très vite, en fait. Hein. Quand on connaît bien les choses par cœur, ça se fait en 30 secondes. Hein. Et là, vous avez une formulation qui est un peu bizarre. Si qui 2 égale à 0,2, genre, vous n'avez pas besoin de le calculer, vous voyez. Admettons que ça fait 0,2. Alors, que se passe-t-il ? Si le qui 2 calculé vaut 0,2, il est nécessairement plus petit que 3,84, ce qui veut dire que nécessairement, je conserve, j'accepte H0. Donc là, on est bon. Mais attention, lisez la fin de la question. C'est-à-dire que S et le sexe sont liés, mais non, indépendants, bien entendu. Donc, gros piège pourri avec la phrase qui est fausse sur la fin. Elle est correcte aux 2/3, mais elle est fausse à la fin. Donc, la E est mauvaise, et donc c'est B et D pour cette question numéro 8. C'est bon, on peut continuer? Ok, continuons. Alors, dans les mots-clés à retenir, d'accord, j'ai placé les mots placebo, j'ai placé le mot sexe ratio, et bien j'en donne un autre, et c'est le mot, il est où je l'ai vu, facteur de risque. Facteur de risque, ça sera du T2-3. Voilà, comme ça, vous avez des mots-clés qui vous aident à trouver dans quel tableau on est, et puis vos tableaux, vous devez les connaître par cœur, bien entendu. Alors ça rejoint également des parties sur les facteurs de risque qu'on n'a pas beaucoup travaillé ensemble. Je sais pas, je crois qu'on n'a pas travaillé du tout d'ailleurs. Ça fait partie des rares cours qu'on a sautés, mais c'est assez facile. Donc il y a des choses à savoir faire dessus, des cours à connaître dessus. Et puis en plus, vraiment un peu de bon sens parfois suffit à répondre à la question. Alors par exemple, franchement, l'amiante n'est pas un facteur de risque. Moi, je ne lis même pas la suite, quoi. L'amiante, le tabagisme, c'est bon, on arrête, on sait que ce sont des facteurs de risque. J'ai même pas envie de lire la suite. C'est faux, quoi. Pour moi, c'est complètement faux. Alors, bien entendu, il ne faut pas faire ça en concours, hein. Il faut lire la fin, hein, on ne sait jamais. Mais on va la lire, hein, car l'estimation de P de cancer par rapport à exposé, alors, c'est sachant exposé, ça, souvenez-vous, hein, c'est la notation bizarre qu'on avait vue ensemble. Sachant exposé, ça veut dire qu'on regarde uniquement la première ligne. Voilà, les exposés à l'amiante, ils sont là. 12, 48 et donc 60, hein, je pousse un peu, voilà, ça fait 60. Donc, si je veux la probabilité d'avoir le cancer quand on a été exposé à l'amiante, mine de rien, c'est 12 sur 60. Ok, c'est 20%, un cinquième, pour ceux qui connaissent la table de 12. Ok, et après, vous avez le truc suivant, ce qui est inférieur à 1, mais c'est complètement crétin. Une probabilité toujours comprise entre 0 et 1. Donc, c'est forcément inférieur à 1, ça n'a aucun sens. Voyez-vous, cette phrase, depuis le début, c'était une phrase en bois. Voilà, c'est pour ça que je la dégage de suite. L'estimation du risque du cancer de la plèvre chez les travailleurs exposés. L'estimation, oui, ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu travailler, bien entendu, correctement, mais ce n'est pas grave. On est d'accord, il y a une différence entre les stats et les probas. Je crois que j'en avais un peu parlé, et c'est ce qu'on appelle la loi faible des grands nombres. Donc, du coup, c'est ce que vous observez vous aide à faire des hypothèses sur la population générale. Donc, on parle bien d'estimation dans ce cas-là.
Et si vous connaissez votre cours sur l'estimation, vous avez la notion d'estimation ponctuelle et d'estimation par intervalle. Et donc, une estimation ponctuelle, eh c'est égal à la fréquence observée. Donc, c'est le cas ici, c'est 12 sur 60. Donc, l'estimation du risque de cancer de la plèvre chez les travailleurs exposés à l'amiante est de 12 sur 60. Bah oui, c'est le cours de l'estimation ponctuelle. Donc, la B est bien sûr validée. Alors, continuons. Ensuite, l'estimation du risque relatif. Ah, ça, on ne l'avait pas fait, ça. Mais je crois que le facteur de risque, en fait, je n'avais pas eu le temps de le faire, tout simplement, en fait, au stage de pré-rentrée. Je crois que j'avais peut-être envisagé de le faire, je ne sais plus, je ne m'en souviens pas. Bon, l'estimation du risque relatif. Alors, le risque relatif, bah, c'est le quotient, en fait, c'est le quotient des estimations de risque. Donc, du coup, c'est bien 12 sur 60, sur 3 sur 60, c'est juste. Alors, voyez-vous que là, le prof qui fait le sujet, le concepteur du sujet, il a pitié de vous, en fait. Bon, parce que je ne sais pas, mais si vous aviez quelques facilités à calculer, hein, 12 sur 60 divisé par 3 sur 60, en général, vous savez que les sur 60, ils dégagent en haut et en bas, parce qu'ils sont tous les deux au dénominateur, et 12 sur 3, ça fait 4. Donc, je veux dire, un tout petit peu de technique calculatoire permet de savoir que le facteur de risque est égal à 4. Voilà. Donc, il y a 4 fois plus de risque d'avoir un cancer de la plèvre lorsqu'on a été exposé à l'amiante que lorsqu'on n'a pas été. Mais bon, voilà. Donc là, on a pitié de vous. On ne vous fait pas faire le calcul, mais la C était naturellement juste. L'estimation du risque relatif du... Bon, je m'arrête. Si la C est vraie, la D est fausse. Allez, hop, c'est bon. On ne va pas avoir deux phrases justes. Alors en plus, d'autant plus que c'est complètement crétin ce qu'ils ont fait. Ils ont fait la somme des 60 et la somme de 12 et 3. Donc c'est un peu ridicule parce qu'on regarde seulement les exposés. Donc pourquoi voulez-vous qu'on fasse la somme avec tout le monde? Bon. Donc la D est fausse. Et enfin, la E, c'est la seule raison pour laquelle elle est là. Hein, c'est que c'est l'hypothèse, la fameuse hypothèse nulle. Risque relatif égal à 1. Et oui. Parce que si on réfléchit bien, hop là, je vais le montrer, à droite, il est là. Vous le voyez là, le RR égale à 1, il est ici. Mais oui, j'arrête pas de dire que l'hypothèse nulle, c'est l'hypothèse où tout le monde est gentil. Bah, ça veut dire où il n'y a pas de risque, en fait. Et pas de risque, c'est un RR égale à 1. Voilà. Facteur de risque, c'est RR est supérieur à 1. Et facteur protecteur, c'est un risque relatif inférieur à 1, strictement inférieur à 1. Donc, du coup, ici, ben, la E, bon, elle ne démarre pas trop mal. Et qu'est-ce qu'on dit? L'hypothèse risque relatif égal à 1 ne peut pas être testée car un effectif observé est inférieur à 5. Alors, bah, de suite, j'invalide. Ce n'est pas du tout observé, c'est théorique. Donc la E est forcément fausse, d'office. Alors après, on pourrait se dire, ah, mais est-ce que quand même... Ben, on va faire le calcul, hein, écoutez. On va faire le calcul. Ben, je vais calculer ce nombre-là. 15 fois 60 sur 120. Bon, 60 sur 120, ça fait la moitié, ça fait un demi, hein, d'accord? Donc 15 fois un demi, ça fait 7,5. Voilà, donc l'effectif théorique, c'est 7,5. Et donc, du coup, tous les autres sont nécessairement plus grands que 7,5. Donc, du coup, la E était bel et bien fausse. Hein. C'était même pas la peine de faire ce que je viens de faire, mais elle était bel et bien fausse, sans aucun problème. Ça a été validé par le calcul. Réponse B et C pour cette question 9. 19h43. Ah oui, mine de rien, ça avance. Allez, on passe à la 10. On mesure une certaine caractéristique chez 100 individus et on trouve... Ah oui, alors oui, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Ben, j'ai voulu anticiper le travail de vendredi. C'est-à-dire que j'ai voulu vous montrer un des 8 tableaux concernant la liaison entre une variable quantitative et une variable qualitative. Et donc, dans voilà, dans les 8 tableaux, enfin, il y a 3 sous-cas, et il y a un des sous-cas où il y en a 4. Enfin bon, on verra ça plus tard. Donc ici, c'est la comparaison d'une moyenne observée à une constante. Et c'est le sous-cas où la variance de population théorique est connue. Je vais le traiter, mais ne m'en voulez pas si je ne rentre pas davantage dans les détails. Mais vous allez voir que le fonctionnement est exactement le même. Il faut juste connaître les formules appliquées et le seuil théorique auquel il faudra comparer la statistique calculée. Alors, on a chez 100 individus, on trouve une moyenne de 0,8. Donc ça, on va en avoir besoin dans le calcul. Et on se demande si elle diffère réellement de la valeur normale de 1. Donc ça, c'est la constante. Sachant que l'écart type de la population est de 0,8. Alors, voyez-vous, cette question, elle est beaucoup plus difficile que les autres. Même si ces 10 premières questions enfin, les 9 premières étaient des questions plutôt d'explication, j'ai un peu différé les calculs. Vous avez vu que je vous ai montré comment on les fait ces calculs-là. Donc, ça y est,
théoriquement, vous savez les faire, les calculs maintenant. Mais j'avais différé dans ces questions-là, ces difficultés de calcul, ces difficultés techniques. Ben, je ne la fais pas dans la 10. Dans la 10, il faut y aller. Hein. Là, il faut faire le calcul. Donc, il faut appliquer la formule qui est à côté, à savoir, on va calculer E est égal à x bar moins A sur racine carrée de sigma carré sur n. Voilà, c'est la prise de tête, mais c'est ce qu'on va faire. Au passage, bien entendu, on va vérifier que les conditions d'application sont remplies. Il faut que l'échantillon ait été pris au hasard. Ben, ce n'est pas marqué, donc l'énoncé est mal, mais on va supposer implicitement que c'est le cas parce que vous avez vu, il n'y a aucune affirmation comme quoi le test n'est pas réalisable. Donc du coup, implicitement, ça veut dire que les conditions d'application sont supposées réalisées, mais on peut supposer encore une fois que le concepteur d'un sujet d'analyse, il ferait un peu plus attention et il mettrait bien que les 100 individus ont été pris au hasard. Il faut aussi que N soit supérieur à 30, ben c'est le cas, puisqu'on a 100 individus. Et si on avait eu moins de 30 individus, il aurait fallu alors avoir une hypothèse de normalité. Voilà. Donc là, ce n'est pas nécessaire, puisqu'on a 100 individus. Alors, le calcul x bar, bah, c'est la moyenne observée. Donc, la moyenne observée, c'était 0,8, je l'ai encadré, moins la constante qui vaut 1, et je divise par racine carrée de 0,8 au carré. Pourquoi 0,8? Parce que c'est l'écart type de la population. Il est là, il est marqué là. Et sur n, donc sur 100. Alors, 0,8 moins 1, ça fait 0,2. Bien sûr, ça fait moins 0,2, mais en fait, je m'en moque, parce que ce qui compte, c'est la valeur absolue de cette quantité-là. Si vous regardez bien dans le 5, hop, quand on regarde dans le 5, ici, vous voyez bien que c'est la valeur absolue qui compte. Donc, je me moque en fait du signe moins, mais en fait, il y est. Ensuite, le sur 100 du dénominateur, il y a une racine, donc il va devenir un sur 10, d'accord? Et ensuite, vu que c'est un sur 10 au dénominateur, il va devenir un fois 10. Voilà. Et il va rester une racine carrée de 0,8 au carré, donc il va rester 0,8. Voilà. Ben, du coup, ça le fait, puisque 2 sur 8, ça fait un quart, ça fait 0,25, et x 10, ça fait 2,5. Et donc, du coup, c'est la A qui sera bonne. Hop là, la A est bonne. Donc, valeur absolue de E égale à 2,5. OK. Alors, ensuite, la question, c'est à quoi je compare? Et là, belle surprise, on le compare à n alpha qu'on avait travaillé avec la loi normale. Donc, du coup, si alpha vaut 0,05, eh ben, je sais que c'est 1,96. Voilà. Et si c'est 1%, vous me reprenez si je me trompe, mais c'était 2,58 en fait. Ça faisait partie des noms qu'on rencontrait fréquemment et qu'on connaissait on connaît par cœur en fait. Donc, du coup, j'ai obtenu 2,5. Au risque de 5%, il faut que je compare 2,5 à 1,96. Mais est-ce que c'est inférieur à 1,96? Ben, bien sûr que non. Donc, au risque de 5%, il faut que je rejette l'hypothèse nulle. Donc, la différence est significative. La différence est significative, c'est donc la D. Si maintenant je suis au risque de 1... Oui. Oui. Julien, bonjour, excuse-moi. Je t'ai envoyé un message tout à l'heure. Il y a une conférence dans 5 minutes des internes. Ok, c'est pas dérangeant, ça marche. Donc voilà, ça t'embête pas, voilà, dans 5 minutes. Merci. Pas de souci. Donc, je regarde ensuite, il me connaît, il sait que j'étais capable de continuer en fait. Il a bien fait de m'arrêter. Alors, du coup, au rythme de 1%, bah, c'est 2,58. Est-ce que 2,5 est inférieur à 2,58? Oui, absolument. Et donc, au risque de 1%, je conserve l'hypothèse nulle, et je rappelle que l'hypothèse nulle, c'est une hypothèse où rien ne change, rien ne bouge. Donc, la différence n'est pas significative, et la E est fausse à cause de la conclusion erronée. Réponse A et D. Alors, l'intervention de Dan, ben, elle vient à point nommé, parce que je vous ai dit, les 10 questions finissent le cours. Donc, le cours est complètement terminé. Bon, et puis, bien sûr, j'ai donné des choses en plus. Voilà, j'en ai donné beaucoup. Et encore, j'en ai enlevé au moins une dizaine par rapport à ce que je fais d'habitude. J'avoue que je ne savais pas que derrière moi, il y avait autre chose. Donc, vous allez être bien rincer hein, après. Mais, allez, il nous reste quoi? 5 minutes, il a dit. Donc, il sait que je suis bavard. Et ça doit être 20 heures. C'est pas grave. Je vous montre quelques questions, d'accord? Voilà, je vous montre quelques questions qui se résolvent à très, très, très grande vitesse. Alors, prenons par exemple allez, la 14.
Parmi les assertions suivantes, quelle est celle qui est vraie? En plus, on vous dit qu'il n'y en a qu'une. Bon, pourquoi pas. Le test du Qui2 permet de tester l'indépendance entre deux caractères quantitatifs. Non, 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 c'est du qualitatif, c'est pas quantitatif. La distribution est symétrique, vous vous en souvenez que ce n'était pas le cas, hein, la distribution du Qui2, on a vu, ça aussi, elle était comme ça. C'était Van Gogh, pour ceux qui s'en souviennent. Pour réaliser un test du Qui2, tous les effectifs observés, non, c'est théorique, c'est pas observé, je vais m'arrêter là. Donc là, c'est fausse. Pour réaliser un test du Qui2, au moins un des effectifs théoriques. Mais non, tous les effectifs théoriques doivent être supérieurs à 5, donc j'arrête les frais, je sais que c'est eux la bonne réponse. D'accord? Voilà pour aller... Ça fait rire. Alors, la 15. J'ai 10 individus pris au hasard, on revient sur le test de corrélation, d'accord? Pensez à couper vos micros, s'il vous plaît, je vous en prie. Pour vous, en plus, hein, je dis ça. Et on vous dit, bien entendu, que X et Y suivent une loi normale. On est bon. Les conditions d'application sont bien respectées. Quelles sont les valeurs critiques du quotient de corrélation à utiliser? Eh bien, dans ce cas-là, il faut regarder 8 degrés de liberté. Quoi? Puisque c'est N-2. Ah, c'est chez Dan, en fait. Bon. On va les regarder ce qui se passe. Et après, je vais vous libérer pour être tranquille. Voilà. R, ici, j'ai été trop loin. 8, on est ici. À 5%, on est sur du 0,632. Donc, c'est B. Mais on vous demande aussi 1%, soyez vigilants, hein, d'accord? Il y a toujours des petits pièges. Et au risque de 1%, on est sur du 0,765. Donc, on est aussi sur du E. Bon, voilà, jeunes gens. J'ai fait de mon mieux en 1h30, ce qui est déjà beaucoup, comme vous pouvez le voir. Hein. C'est pas simple pour vos camarades qui n'ont pas accès à ces tips, à ces conseils, à cette étude de cours, d'accord, que je vous fais à l'envers, hein, finalement. Hein. Je commence par le cours à l'envers. Je vous encourage à aller en cours. Hein. Je crois que c'est le 4 novembre ou quelque chose comme ça, là, que vous avez cours de maths. Allez-y, hein, allez-y. Comme ça, au moins, vous aurez une redite. Hein. Vous pourrez peut-être davantage comprendre ce qui se passe. Voilà, je vais essayer de prendre le temps, mais je vais vous envoyer les réponses, mais que les réponses, pas les corriger. Je suis désolé, je n'ai pas le temps de les rédiger. Je suis vraiment navré. Vous savez que je m'occupe de classe de concours, Bac+2, Bac+3 à côté. Je n'ai pas le temps. Je suis vraiment désolé. Donc, je vous envoie juste les réponses de tous les QCM. Mais honnêtement, avec ce qu'on a fait, ça devrait être largement suffisant. Vous devriez pouvoir vous en sortir haut la main. Et sans vouloir faire de pub, hein, le cours de vendredi sera bien sûr indispensable pour compléter tout cela, sachant qu'on va voir la deuxième méthode, après la méthode classique, la méthode avec le degré de signification, sachant qu'on va voir tous les tableaux manquants, bien entendu. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à vendredi, pardon. Au revoir tout le monde. Merci Julien. Merci. Salut Dan, au revoir Dan.